Je suis ravie d'avoir l'occasion de vous partager un peu mes travaux en cours dans le cadre de mes recherches au sein du réseau intersectoriel du territoire du CIUS du nord de l'île, en collaboration, comme Geneviève le disait, du Centre Interaction et aussi du HPOD au SPUM. Par cette présentation, qui va débuter bientôt, je vous propose de mettre l'emphase sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui tourne autour de la question du pouvoir d'agir collectif des intervenants de proximité et aussi des personnes concernées dans leur travail quotidien sur les conditions organisationnelles empêchant le plein déploiement de la collaboration qui est perçue par eux comme nécessaire pour répondre aux besoins des personnes souvent et plus particulièrement éloignées des services, comme notamment les jeunes qui vivent des situations ou des problématiques de santé mentale. Comme psychosociologue et sociologue des organisations, je m'intéresse au rapport de pouvoir dans les groupes et les organisations de santé et de services sociaux du point de vue des acteurs de terrain. Ça, c'est super important pour moi. Et quand j'entends acteurs de terrain, plus particulièrement les intervenants de proximité et aussi toutes les personnes concernées qu'on va nommer souvent citoyens. Et évidemment à leur capacité de produire du changement organisationnel, que ça soit dans le milieu communautaire ou institutionnel, changement organisationnel, voire démocratique. Je vais expliquer un peu plus tard qu'est-ce que j'entends par là. Ça, j'ai pu observer ça à la fois dans le champ, plus particulièrement de la santé mentale, au Brésil et puis maintenant au Québec. Depuis quelques années, je cumule donc des études de cas. C'est pour moi une excellente manière d'étudier le réel tel qu'il se déploie dans toute sa complexité, parce que Mars va parler du phénomène social total quand on essaie d'observer une réalité, par exemple une interaction dans une réunion de travail, mais c'est traversé par le social, c'est traversé par des inégalités économiques, de genre, qui sont là aussi devant nous au moment où il y a une réunion de travail. Alors c'est dans cet esprit-là que je trouve que l'étude de cas est vraiment porteuse pour saisir le social dans toute sa complexité. Et il permet donc de saisir, par une méthode d'étude de cas, de comprendre les activités quotidiennes du travail de proximité et comment ce travail quotidien-là peut influencer l'organisation dans une perspective de démocratisation. Il s'agit en quelque sorte d'une perspective assez originale du point de vue de la recherche qui se fait en sociologie ou en travail social. En effet, parce que de nombreuses recherches portent plutôt, surtout de nos jours, sur les impacts des réformes institutionnelles, notamment inspirées par la nouvelle gestion publique, qui vont avoir des impacts souvent sur la souffrance des travailleurs ou qui vont rendre l'accès aux services de plus en plus difficile pour les personnes de la marge. Alors, c'est comme si ma perspective est un peu d'inverser ça et de voir comment, du point de vue des acteurs, il y a déjà des micro-initiatives en train de se faire qui peuvent même être transférées ou intégrées à d'autres milieux. C'est un peu ce que je propose par mes travaux de recherche. Plus spécifiquement, ces recherches-là, parce que je veux juste y réfléchir, parce que je viens de là, moi, je suis en quelque sorte, j'ai travaillé beaucoup au niveau de la question de la santé mentale au travail, des professionnels, qu'on pourrait entrer dans la grande nébuleuse là, de l'intervention de proximité ou des métiers du relationnel, et comment souvent ils sont malmenés par des organisations du travail institutionnelles ou même communautaires avec la précarisation des conditions de travail, par ces cadres organisationnels-là qui vont avoir un impact sur le sens de leur pratique, mais aussi sur qu'est-ce qu'ils sont réellement capables de faire au niveau de la collaboration avec la pluralité des acteurs. Et souvent, les résultats de ce genre de recherche-là, où on regarde les impacts néfastes de l'organisation du travail, puis des méthodes lean et tout ça sur les travailleurs du quotidien, vont montrer que l'organisation est responsable de la souffrance au travail, même de la souffrance sociale de certaines personnes éloignées des milieux de pratique ou qui n'ont pas accès aux services. Et ce qui ressort surtout, c'est que c'est particulièrement ce qui tourne autour de l'intervention de proximité et les initiatives de transformation des services qui vont être principalement touchées pour toutes sortes de raisons que je vais vous expliquer plus tard. Peut-être avant d'aller dans le vif du sujet là, de la collaboration et de ce potentiel de démocratisation, j'aimerais... Fait clochette. Oui, c'est ça. J'aimerais juste parler en toute transparence un peu de ma définition, puis
j'ai une experte à côté de moi de l'intervention de proximité, de l'action collective. Je pense que chacun de nous, chacun de vous avait probablement une définition de ça. Mais celle, moi, que je porte, qui est un peu englobante, là, pour parler de l'intervention de proximité, qui est au cœur, dans le fond, de ce vers quoi je vais analyser la collaboration et son potentiel de démocratisation. Bon, c'est un terme général d'abord qui a émergé depuis à peu près une vingtaine d'années, hein, qui s'inscrit dans un virage institutionnel majeur qui transforme l'orientation des politiques et des programmes dans le champ de la santé et des services sociaux. Si je le prends d'une perspective là, de réseau plus public, c'est un virage qui est caractérisé par une approche territoriale, locale. Les OC portent ça à bras-le-corps depuis des années. Mais vraiment, l'esprit de l'intervention de proximité qui est important à saisir, c'est on va vers les personnes plutôt que les personnes viennent vers nos bureaux. Donc, c'est aussi dans une perspective de travailler sur la question des inégalités sociales de santé, notamment en lien avec les défis de la santé mentale. Donc, quand on parle d'intervention de proximité en santé mentale, il s'agit d'une territorialisation hein, de l'engagement et de la pratique professionnelle et de différents métiers. Donc, ça peut être à la fois travailleuse sociale, organisatrice communautaire, qui le fait déjà depuis plusieurs années, infirmière, éducateur, équipe dédiée, même qu'on va parler dans les nouveaux changements actuels. Et évidemment, ça crée des tensions au niveau des horaires atypiques que ça peut impliquer. Le Code du travail de rue est assez exemplaire par rapport à ça. Mais évidemment que la qualité d'un travail d'intervention de proximité va dépendre de la visibilité puis de l'accessibilité des intervenants et des lieux de confiance et des liens de confiance qui se créent au quotidien chez les citoyens ou dans le milieu des citoyens plutôt que l'inverse. Mais ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a je me suis perdue dans... Et ce qui est intéressant de voir, c'est que de nos jours, il y a plusieurs projets innovants qui sont portés, puis j'en ai observé d'abord au Brésil, mais j'en constate plusieurs ici dans mes recherches actuelles, comme entre autres les deux qui m'intéressent actuellement dans le cadre de mon postdoctorat, c'est notamment toutes les transformations autour du projet Air ouverte, dont vous avez déjà entendu parler sûrement, et aussi quelque chose d'un peu plus... je dirais, issu de la communauté, mais quand même qui est en dialogue avec le réseau au niveau de la clinique de proximité que Céline connaît très bien, qui a été initiée, entre autres, par le mouvement organisme Parole d'Exclus. Donc, toutes sortes d'initiatives vraiment intéressantes sur ce plan-là en train de se déployer. Donc, plus concrètement, peut-être une mise en contexte un peu de l'intensification qui vient avec l'intervention de proximité au niveau de la collaboration intersectorielle. Gling, c'est bon? Je suis un peu sociologue d'organisation, donc on met un peu en contexte qu'est-ce que ça implique au niveau de la collaboration, le travail, l'intervention de proximité. D'abord, on se situe, hein, là on remonte un peu dans l'histoire plus large, vraiment dans l'idée que l'État social, à un certain moment, il y a une trentaine d'années, réalise qu'il ne peut pas répondre à tous les besoins puis à toutes les ressources, à tous les besoins de la population. Donc, on n'a pas le choix, il faut travailler en intersectorialité, mais aussi sortir un peu du cadre pour vraiment pousser la collaboration intersectorielle. C'est vraiment ce qui est au cœur de l'intervention de proximité. Ensuite, je trouve en tout cas un bon exemple d'un programme, d'une vision politique publique qui est marquée par le travail de l'intervenant de proximité, c'est le plan d'action en santé mentale, que je mets en exemple ici, où vraiment au cœur des principes et des valeurs, on a la collaboration intersectorielle, mais aussi la collaboration interprofessionnelle avec différents corps de métiers, mais aussi avec le milieu communautaire. Et là, les exemples sont légion. Moi, je parle davantage de ce que je connais par rapport à ça. Mais un exemple, les trois principes là, porteurs du plan d'action, je crois mettre au cœur l'action d'intervention de proximité comme le rétablissement, l'expérience des personnes premières, le partenariat entre les membres et l'entourage, ainsi que le partage de responsabilités. Ça, c'est comme les trois axes de valeur du plan d'action. Donc, on voit vraiment l'importance de l'intervention de proximité. Autre élément à prendre en compte, donc, c'est dans cette multiplication de dispositifs de collaboration intersectorielle, dans la façon
d'offrir une réponse et d'agir sur la question de la santé mentale, mais aussi des services de santé et de services sociaux en général, avec la multiplication des espaces, c'est aussi les défis de rendre des comptes et de rendre visibles ces pratiques-là. Donc, il y a toutes sortes de tensions, toujours dans la mise en contexte, qui existent entre les modalités de reddition de comptes que les CIUS ou les CIS vont devoir implanter et le travail d'intervention de proximité. Et là, il y a des études, il y a vraiment plusieurs personnes qui exposent comment c'est surtout quand il est question de rendre compte du travail quotidien de Céline, par exemple, du travail vraiment des gens qui sortent du cadre quotidien d'un 9 à 5 des bureaux, qui va poser problème sur le plan de c'est quoi les résultats de ce travail-là, quelle reddition de compte on va porter avec ça. Et donc celle en santé dont l'intervention en santé mentale serait mal servie donc par les modalités de reddition de compte des CIUS et des CIS, qui se retrouvent souvent au cœur de tensions entre deux finalités différentes, qui sont pourtant à concilier, c'est-à-dire à la fois qualifier le travail en train de se faire, mais aussi le quantifier dans une perspective de saisir à combien de personnes on va pouvoir répondre, etc. Alors, souvent, la tendance, c'est de dire que, d'un côté, les intervenants de proximité expriment la difficulté de concilier les différentes formes de reddition de comptes avec leur pratique quotidienne. Et là, j'ai vraiment hâte d'entendre Céline et les intervenants autour de la table s'exprimer sur ça. Mais, et donc, ils expriment leur besoin d'informations détaillées, de contextualiser leurs expériences individuelles et communautaires, en évaluant, par exemple, les différences que procure le service dans la vie des personnes, afin d'informer puis de mieux planifier et d'améliorer leur travail au quotidien. Et d'un autre côté, on a les gestionnaires qui disent, puis souvent on va avoir tendance à polariser ces choses-là, qui disent qu'ils sont contraints de répondre à des normes ministérielles et organisationnelles qui ne rendent pas toujours compte de la réalité du travail de proximité. Ils vont plutôt se servir des besoins d'agréger de l'information sur les résultats afin d'informer finalement les choix décisionnels qui vont éclairer les organisations. Fait que ça génère cette différence-là qui est à la fois peut se concilier dans l'organisation quotidienne des organismes communautaires comme du milieu institutionnel, va créer des tensions qui va difficulter un peu la réalisation et qui vont impliquer peut-être d'agir sur le cadre de l'organisation du travail pour les différents intervenants de proximité. C'est que de là émergent différentes caractéristiques communes de l'intervention de proximité confrontée à toutes ces réalités-là concrètes. Puis j'aimerais que tu me rappelles combien j'ai de temps là aussi. 10 minutes. Il me reste 10 minutes, c'est bon. Pour arriver avec mes espaces d'innovation. Peut-être très rapidement, puis ça c'est vraiment des réflexions qui montrent en gros comment de plus en plus, avec un accent mis sur l'intervention de proximité qu'on instrumentalise, remarquez aussi, là, il y a des caractéristiques communes aux activités des intervenants de proximité qu'on peut relever. Puis peut-être je vais passer rapidement, là, vu que le temps nous manque, là. Mais d'abord, il y a une approche fondée sur une approche globale de la santé. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que de plus en plus, la perspective du milieu communautaire et celle portée par toutes sortes d'acteurs liants de l'intervention de proximité va tendre à se rejoindre, où on va vouloir faire éclater les silos, par exemple, où on va essayer, notamment, par exemple, dans Air ouverte, de travailler à répondre à un problème au niveau de l'accès qui arrête à 18 ans pour étendre ça aux 12-25 ans au niveau de la jeunesse. Et toute cette perspective-là va impliquer donc d'un peu faire éclater les cadres envers lesquels on va être porté à être contraint dans notre travail quotidien. Un autre aspect qui caractérise le travail quotidien, c'est qu'on va essayer de répondre aussi à des situations complexes vécues par des populations desservies. Et quand j'entends par complexe, puis c'est ce que les intervenants rencontrés nous disent, c'est pas une complexité uniquement dans le sens de cas extrêmes de personnes qui sont vraiment, vraiment difficiles à répondre à leurs besoins, mais c'est aussi dans le rapport à l'action qui implique souvent de saisir quelque chose et d'accepter que quelque chose nous échappe. Alors, vraiment, dans ces deux volets-là qu'on va travailler la question de la complexité au quotidien.
Une autre caractéristique, c'est que c'est un travail qui va se réaliser en équipe, composé d'une pluralité d'acteurs, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est aussi un travail qui va chercher de plus en plus, puis c'est même des indications ministérielles, mais le milieu communautaire fait ça depuis leur existence même, à favoriser la participation des personnes concernées, des usagers et de leurs proches, dis-je. C'est un idéal, dans le fond, un horizon à atteindre qui va impliquer souvent de faire éclater les cadres dans lesquels on s'inscrit. C'est aussi un travail qui, de plus en plus, surtout dans le cas des CIUS, mais même dans le milieu communautaire, va être réalisé en collaboration avec la recherche sociale. On en a un exemple ici dans notre processus. Et c'est un travail qui nécessite de plus en plus de compétences de gestion et de coordination. On parlait tout à l'heure dans une rencontre de c'est quoi le concept, Isabelle? Multiplexité de la tâche. Donc, plusieurs chapeaux, puis même ils vont être invités à apporter des tâches polyvalentes, de flexibilité, mais aussi des capacités d'animation démocratique qui vont être amenées à réaliser au quotidien. Donc, ce travail-là peut aussi, et c'est là que j'arrive à ce qui est au cœur de ce que je veux vous parler, est-ce que les caractéristiques de ce travail-là, dans le contexte aujourd'hui de réseaux intersectionnels, facilitent l'émergence de ce que j'appelle des espaces collectifs d'innovation démocratique? Je pourrais dire que oui, dans le cas de l'exemple du Brésil, mais avant d'élaborer sur ça, fait clochette, oui, voilà. Je veux d'abord vous définir qu'est-ce que j'entends par démocratisation. Donc, qu'est-ce qui est au cœur d'un travail d'intervention de proximité qui va permettre une certaine démocratisation? Qu'est-ce qu'on peut entendre par démocratisation pour mieux saisir ça? Et là, nos recherches exposent d'une part le rôle central des collectifs de travail qui vont se construire tout au long de l'intervention de proximité, impliquant des fois des gestionnaires, des proches, et des différents acteurs, des fois qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, un travail de démocratisation, dis-je, c'est vraiment, par définition, des processus collectifs de subjectivation. Et ce qu'on entend par subjectivation, là, pour vraiment donner un mot clair, c'est vraiment des processus où, ensemble, les différents acteurs impliqués autour de la table vont produire du sens. Mais un sens qui va les inviter à vouloir agir sur les conditions qui empêchent la pleine réalisation de leur travail d'intervention de proximité. Alors, donc, je vois, moi, dans ma façon d'essayer de chercher les espaces collectifs où, ensemble, on agit sur le cadre, donc les espaces de pouvoir d'action collective, c'est, si on le prend dans le sens de la démocratisation, des espaces où, collectivement, on produit un sens qui favorise le pouvoir d'agir sur les inégalités induites par le contexte organisationnel de travail, mais aussi par le social ou la société en général. Donc, c'est vraiment ça sur quoi portent mes recherches. Puis, ma recherche doctorale a relevé certaines caractéristiques de ces espaces-là, que je nomme espaces collectifs d'innovation démocratique. Donc, ils sont énumérés ici dans la diapo que vous avez sous les yeux. Donc, ce sont des espaces et ce sont des lieux où on peut voir se déployer un dialogue où chacun exprime librement son point de vue. Et là, je pense que c'est intéressant de reprendre la métaphore québécoise de « on s'est dit les vraies affaires ». C'est un espace où, en sortant d'une réunion, qu'elle soit formelle ou informelle, parce que les espaces collectifs de démocratisation ne sont pas nécessairement institués, ce n'est pas nécessairement des réunions de travail formelles, mais c'est quelque chose qui se crée dans le processus de réalisation de l'intervention de proximité. Et une des caractéristiques, donc, avec la question du dialogue, c'est vraiment un indicateur, les gens que j'avais rencontrés avaient un indicateur un peu intuitif de ça, c'est-à-dire que c'est le moment où tu sens que ce que tu voulais dire à ton collègue, même si c'est un gestionnaire ou que c'est une mère d'un jeune auprès duquel tu voulais intervenir, sur lequel vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et tout, t'essayes dans l'espace de rencontre, qu'il soit formel ou autour de la machine à café, là, pour prendre un exemple classique du milieu de travail, c'est un espace où tu sens que tu as trouvé les mots, tu étais accueilli pour le dire, et que finalement, en ressortant de cet espace-là, tu n'as pas envie de ventiler et de dire « Ah, j'ai pas réussi à dire ça » ou « j'ai pas pu
tu as senti l'espace de confiance pour qu'un dialogue puisse naître. Donc ça sera un indicateur là, que peut-être vous pourriez retrouver au quotidien dans vos rencontres. Un autre indicateur, puis là je pense que je vais aller assez rondement, là, c'est des espaces de co-construction de pratiques menant à des décisions collectives. C'est aussi des espaces d'inter-reconnaissance des savoirs et des activités de chacun. 5 minutes. C'est des espaces qui, dans le monde idéal, peuvent même agir sur les inégalités de pouvoir induites par l'organisation. Et là, j'aurai un exemple que je trouve, en tout cas, que je voulais illustrer qui me permettrait d'illustrer ce point-là avec vous. Dans le milieu, moi, de pratique que j'ai observé, un réseau de santé mentale dans une ville au Brésil, les gens étaient extrêmement mobilisés, et là je parle de gestionnaires, professionnels variés au niveau de l'intervention en santé mentale, et aussi les différents acteurs concernés, des usagers plus participatifs qui avaient vraiment une vision de vouloir changer les choses et d'avoir les couches des franges face à l'affirmation d'un droit pour la santé mentale pour tous. Le réseau comme tel public a vécu une grande crise qui impliquait de serrer les coudes et de se mobiliser pour pouvoir garantir leur survie. Alors, dans les espaces, ce qu'on voyait se dessiner, c'était des savoirs militants qui permettaient à tout le monde, à partir du moment où tu étais enflammé par la cause, d'être un peu sur la même longueur d'onde. Donc, par exemple, l'inégalité de statut entre un gestionnaire qui est supposé évaluer l'employé demain matin et un professionnel travail sociaux et tout, était un peu aplatie. Cette hiérarchisation-là s'aplatissait un peu dans une perspective où on était ensemble réunis pour essayer de sauver les meubles, mais aussi de construire des réseaux de collaboration qui allaient être à la hauteur du sens collectif qu'on veut créer, puis du droit à la santé mentale pour tous. Donc, c'est des espaces qui, dans certaines conditions, peuvent agir sur ces inégalités-là, comme l'exemple que je vous donne. C'est aussi des espaces où on va même pouvoir consolider le pouvoir d'agir collectif sur l'organisation. Qui, dans le fond, c'est qu'on va essayer de se donner les conditions collectives pour transformer ces conditions-là. Ces espaces-là émergent à différents endroits, comme en camping, sous les étoiles. Ça fait pas partie de la diapo. Donc, parce qu'il faut vraiment, quand on pense aux espaces collectifs d'innovation démocratique, un peu faire éclater notre division entre voici un espace de réunion formel et voici le moment informel de prendre une bière après ou d'avoir un party de Noël. Il y a quelque chose, ça invite à transformer un peu notre conception implicite qu'on se fait de l'organisation. Un peu comme l'intervention de proximité nous invite à le faire. Et là, ça peut émerger, et je suis toujours collée à mes résultats de thèse, mais je commence à l'observer ici aussi. Ça peut à la fois émerger dans les manifestations politiques, dans des activités de recherche comme par exemple un midi interaction où on réalise ensemble qu'il y a des éléments au niveau de la collaboration qui ne fonctionnent pas, puis on peut même décider qu'on va aller agir sur ces conditions-là, on va échanger nos courriels et ça va finalement influencer notre travail quotidien demain matin. Des activités évidemment d'intervention de proximité ou aussi évidemment dans les espaces plus institués de participation. La grande question qui était au cœur, s'il vous plaît, Fée Clochette, qui était au cœur du titre de la présentation que je vous propose aujourd'hui, c'était donc comment, et c'est la question auquel je veux m'intéresser maintenant à partir du moment où je connais un peu plus clairement ce que ça signifie, c'est comment comprendre et intégrer et surtout transmettre les innovations démocratiques qui peuvent émerger de ces espaces collectifs-là et les intégrer à d'autres milieux, dans d'autres contextes d'intervention de proximité. Donc, certains éléments que je mets en discussion avec vous, parce que je ne suis vraiment pas arrêtée là-dessus, mais quand même, ça a été publié, là, ça s'en vient comme... Mais c'est vraiment, mon intérêt avec cet espace-ci aujourd'hui, c'était de pouvoir mettre ça en dialogue. D'abord, je crois qu'il faut un cadre politique et institutionnel misant sur l'intégration des pratiques de gouvernance collaborative et participative. Au Brésil, tu avais des lois
c'est terminé? Oui, tu peux terminer, mais OK. On s'approche de la fin. Oh wow! OK. Donc, ici, je pense qu'on a ces conditions-là. On a un gouvernement qui implique et impose presque là, la participation des destinataires. Il y a l'importance d'institutionnaliser des espaces institués de participation, mais il y a aussi la co-construction d'une culture collaborative démocratisante. Et puis, pour ce qui est de ce que j'avais prévu pour la fin de ma présentation, je pense que je le laisserai en discussion parce que j'élabore autour de qu'est-ce que ce serait une collaboration démocratisante. Puis là, si tu cliques, je pense que tu verrais... Ah, j'avais mis une petite bulle question parce que je voulais qu'on se relance ça ensemble. Et je voulais aussi terminer avec, selon vous, je le laisse en question verte, j'ai les réponses qui étaient dans les dernières fiches, mais je voudrais savoir quels sont selon vous les savoirs pour co-construire une collaboration démocratisante dans ces espaces-là? Et quelles seraient, selon vous, aussi les compétences pour co-construire des espaces collectifs d'innovation démocratique? En fait, quand je t'écoute, une des choses qui me viennent à l'esprit, c'est des écrits de Yves Couturier par rapport au fait qu'on veut souvent amoindrir ou même nier le fait que toute intervention sociale a comme caractéristique une certaine dose ou une dose certaine d'incertitude et aussi toute la question de la prise de risque. Fait que oui, il y a la complexité, mais à un moment donné, je trouve que la complexité, ça devient un peu comme un fourre-tout, puis on ne sait pas trop, c'est comme un concept valise, là, on parle toujours de complexité, tout est complexe, donc bon. Moi, j'aime mieux aller au-delà d'eux, puis pour reprendre ces caractéristiques-là, d'incertitude et de prise de risque. Puis c'est là souvent que dans l'organisation communautaire, on se retrouve avec d'un côté une pression d'innovation, puis une pression qui vient autant du CIUS que des bailleurs de fonds, des ministères, etc. Mais en même temps, on a une pression aussi pour qu'il y ait le moins d'incertitude possible et le moins de risques possible. Alors qu'il n'y a pas, à mon avis, d'innovation et de créativité sans incertitude et prise de risque. Fait que je pense que c'est une tension inévitable. Ceci dit, je pense que c'est quand même une tension qui, à un moment donné, peut éveiller la créativité et le passage à l'action. Et d'autres fois, si cette tension-là devient trop grande, elle peut paralyser. Fait qu'il y a comme une espèce de zone qui n'est pas très large, mais dans laquelle on se situe autant dans la communauté que dans notre organisation pour être à même de pouvoir faire notre travail. Puis, je fais référence aussi là-dedans aux postures de Saul Kars dans son livre « Pourquoi le travail social », où il parle de la posture de charité, de prise en charge, de prise en compte. Mais c'est quand on veut se mettre dans la posture de prise en compte, qui est, à mon avis, la posture où on est le plus dans un rapport démocratique avec les participants, les usagers, bien ça sous-entend que c'est aussi une posture où, quand tu parles des compétences ou des savoirs en tant qu'intervenant, bien, il faut être capable de bien prendre soin de notre propre besoin de certitude et de sécurité. Parce que parfois, moi, je constate que on n'a pas tous le même confort. Tu sais, l'incertitude, la prise de risque stimule certains et a peur d'autres. Donc, il faut s'occuper des intervenants dans ce besoin-là qu'ils ont, qu'on n'a pas tous le même besoin ou le même rapport à l'incertitude et à la prise de risque, et en être conscient de ça, en être consciente, pour que ça ne soit pas non plus un frein dans nos interventions à ce que on puisse être dans une posture de prise en compte pour que quelque chose se passe qu'on n'avait pas prévu. Puis un peu comme, il y a Winnicott aussi qui dit, en anglais, on n'a pas cette nuance-là en français, mais entre le play et le game. Quand on se met dans une posture de prise en compte et de trouver en dedans de nous une zone de confort par rapport à l'incertitude et à la prise de risque, je pense que là, on peut se mettre davantage dans une posture de play, de créativité, que dans une posture de game, qui est comme une partie de baseball, de soccer, où tous les règles du jeu sont déterminées par d'autres.
Tandis que le play, ben, c'est plus, voilà, on se met tous ensemble autour d'un gros bac Rubbermaid plein de Lego. Puis qu'est-ce que ça va donner à la fin? Ben, c'est pas l'intervenant qui va décider qu'est-ce que nous allons faire ensemble avec tous ces blocs de Lego-là. Fait que ça m'amène en fait au dernier point par rapport à notre humilité dans notre posture professionnelle. D'avoir cette humilité de faire en sorte en fait que notre savoir-être favorise l'émergence de ce qu'on n'avait pas prévu. Parce que je pense que si cette posture-là, si on n'est pas présent et conscient de cette posture-là, ben moi, je me questionne d'à quel point nos façons de travailler peuvent être démocratiques. Parce que ça sous-entend un certain lâcher-prise, mais ça prend beaucoup de contrôle pour lâcher prise. C'est ça le paradoxe. Mais donc, un savoir-être, c'est super intéressant. OK. Oui. Puis, beaucoup de place pour la conversation. C'est toi, tu parles du dialogue. Moi, je parle beaucoup de la conversation. Parce que sans l'établissement de conversation, bien au-delà des réunions formelles, convoquées, etc., bien, sans les conversations, on ne peut pas créer de relations. Puis si on veut travailler pour que les rapports soient plus égalitaires, plus démocratiques, bien, ces rapports-là vont se travailler dans des relations. Mais les relations, ça ne tombe pas du ciel. Il faut converser avec les gens pour établir les organisations. On est des représentants de nos organisations, donc, puis je trouve que souvent cet aspect-là de converser est vu comme une perte de temps. Hein, même moi, je ne suis pas à l'abri de trouver parfois que c'est une perte de temps, parce qu'on est tellement comme, il faut que ce soit productif, il faut que ce soit visible, c'est quoi l'impact, il faut que ça ait l'impact. Puis en même temps que je suis tellement assurée que la conversation est tellement importante, qu'il y a un art de converser pour susciter, mais on est, comme moi-même, je ne suis même pas à l'abri de sentir parfois, voyons, je suis en train de perdre mon temps là, pour que je pourrais faire quelque chose de plus utile, même si je suis convaincue de l'importance de ça pour créer les liens. Parce que s'il n'y a pas de lien entre les gens, s'il n'y a pas un but commun, ben on n'a pas la base minimale pour pouvoir travailler à un changement X. Parce qu'au final, c'est ça qu'on veut. On veut changer quelque chose qui génère de la souffrance. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça vous dit. Je trouve ça génial parce que tu réponds vraiment autrement aux questions que je pose à la fin. Quelles compétences, il y aurait le temps? En tout cas, je vais laisser la parole aux autres. Ben, en fait, je vais commencer par remercier nos deux présentatrices.